Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à l'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège, pour cet avant-dernier rendez-vous du cycle des passagers du livre de cette saison. Et nous avons la joie d'accueillir ce soir Adrien Bels pour la sortie de son roman Tibi la Blanche, paru aux éditions L'Iconoclaste. Donc on est ravis de vous retrouver aussi si nombreux. On ne s'y attendait pas en ce jour férié, donc merci beaucoup de votre présence. Et puis je salue la présence bien sûr d'Astrid Catala, que je remercie de préparer toujours avec beaucoup de soin ces rendez-vous. Et Isabelle Rieux-Davetz pour la librairie Sur Majuscule, qui est aussi fidèlement présente et partenaire de tous ces rendez-vous. Ces rendez-vous sont en partenariat aussi avec le réseau des médiathèques Foix-Varilhes, que je remercie également, et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Adrien Bels. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vidéaste, réalisateur et jeune romancier. Depuis la parution de 2 ouvrages chez l'Iconoclaste, 5 dans tes yeux en 2020 et Tibi la Blanche en 2022. Dans l'un comme dans l'autre roman, le personnage principal semble être la ville. Marseille pour 5 dans tes yeux et Dakar pour Tibi la Blanche. Au sein de ces villes, il y a ceux qui vivent, qui en connaissent l'histoire ou pas, qui sont de passage ou bien à demeure, les allants et les venants, les habitants, les héritiers de petits bouts d'espace, de pans de murs, de points de vue. Points de vue devenant autant de représentations de la même ville, formant une cartographie, une anatomie, avec cœurs et boyaux, poumons, cours et rues, commerces, voitures et boîtes de nuit. La ville est vivante chez vous, Adrien Bels. Elle bouge, évolue, frémit, s'agrippe, s'émousse, s'émeut, court, s'arrête. Elle est en mouvement, peut-être même est-elle le mouvement. Oui. Avec vous, les murs ont des yeux et des oreilles, des bouches et des esprits. Les âmes sont imprégnées des murs de vos villes, des variations de leurs mouvements. Et les variations de leurs mouvements colorent les âmes qui animent les villes. Ceux qui s'y logent deviennent alors de véritables guides, de véritables hôtes. Et ainsi, nous arpentons avec eux les lieux et les antres, les salles de classe et les cuisines. Car, comme elles sentent bon, les cuisines de vos villes, elles sentent le mafé, le café, le pastis, le tiboudienne et le jus de bissap, les saveurs exotiques, orientales. On a envie de manger lorsque l'on vous lit. À un moment ou à un autre, nous avons l'eau à la bouche. Et de l'eau à la bouche à la poudre d'escampette, il n'y a qu'un pas. Certains occupants des villes ont le désir de partir et d'aller voir ailleurs s'ils peuvent s'y trouver. Certains autres y débarquent et laissent leurs empreintes, lèguent des mots nouveaux. Ils désirent être seuls face à l'inconnu des lieux, à la différence des cultures, des langues et des usages, quand d'autres cherchent au contraire des complices ou regrettent les leurs restés là-bas. En racontant les espaces, vous racontez l'histoire des hommes. Vous proposez un regard sur l'histoire à celui qui la lira. Vous nous emmenez en voyage d'amour au pluriel. Adrien Bels. Vous aimez dire que Dakar, après Marseille, est votre seconde ville de cœur. Vous avez témoigné jusqu'ici de 2 amours. Votre cœur ne semble pas balancer entre l'une et l'autre et vous affirmez les aimer l'une comme l'autre. Ne sont-elles point jalouses ? Et si vous vous mettiez à en aimer une 3e, Tanger peut-être, votre cœur serait-il assez grand ? Alors, merci déjà. Bravo. De rien. Merci. Marseille quand même. C'est la plus jalouse. C'est la plus fatale. Marseille est une femme fatale que j'ai jamais quittée et je ne sais pas si je la quitterai un jour. Mais Marseille garde une place, en tout cas, à part dans ma vie. Ensuite, si on peut parler de ces 3 villes, c'est vrai que il y a dans ces 3 villes quelque chose de... C'est Pujol, c'est Philippe Pujol qui dit Marseille est foutraque et grandiose. Je pense que Dakar est encore plus foutraque que Marseille.
Je ne sais pas si elle est plus grandiose. Et Tanger aussi. Ce sont des villes qu'on voudrait ranger, en tout cas pour Marseille, maintenant. Je trouve que c'est une ville qui attire beaucoup les gens pour son côté bordélique. J'ai dit souvent, j'aime les poubelles qui débordent. Marseille a ce côté-là tellement bordélique qu'on pense qu'en tout cas c'est une ville qui n'est pas fermée. Je pense que c'est une ville qui déborde d'imaginaire aussi. Et c'est une ville où, si les gens y viennent, en tout cas encore peut-être plus aujourd'hui, c'est parce que c'est une ville où on peut encore y faire quelque chose de nouveau, changer, enfin en tout cas prendre un nouveau départ. Et ce sont des villes, les trois en tout cas, bon, je connais peut-être plus Marseille que les deux autres, mais pour Marseille c'est une ville cinéma. C'est une ville qui se renouvelle en permanence, qui renouvelle son langage. C'est une ville qui déborde aussi d'histoires, de plein d'histoires différentes. C'est pour ça aussi qu'on a à Marseille une scène rap importante. On a eu un âge d'or du rap dans les années 90, et puis on a des jeunes rappeurs qui arrivent aujourd'hui et qui tiennent le haut de la scène nationale. C'est parce que c'est une ville qui à la fois accueille beaucoup de gens de différentes cultures, mais aussi qui les accueille et qui se mixe, enfin, qui les accepte et qui va jusqu'à métisser sa langue, à mélanger sa langue avec eux. Par exemple, je pense par exemple aux derniers arrivants qui sont la communauté comorienne. Maintenant, ça a pris du temps, mais il y a de plus en plus de mots de comoriens à Marseille et chez les jeunes rappeurs. Il y a ça, mais il y a aussi, c'est une ville aussi qui est pleine de clichés. C'est une ville drôle, mais tellement drôle que en fait, c'est comme le mec qui fait rire tout le temps et tu te dis qu'en fait, il est un peu triste aussi. Il y a des gens comme ça qui occupent beaucoup d'espace. On parlait tout à l'heure d'un ami à nous, là, des gens qui prennent beaucoup d'espace dans les dîners. Marseille, c'est ça, c'est quelqu'un qui exagère. C'est une ville qui exagère beaucoup, mais finalement qui cache aussi sa pauvreté, sa tristesse. C'est une ville de contraste, vraiment. C'est une ville qui est d'ombre et de lumière. Et Dakar, il y a un peu ça, et dans Tanger, il y a ça aussi. Ce sont des villes qui se cachent en se montrant. Et c'est ce que vous faites quand vous écrivez ? Ouais. Vous vous cachez en vous montrant ? Oui, il y a de ça. Je pense que l'écriture, c'est un truc qui t'échappe un peu. C'est comme c'est Carrère qui dit on n'est pas des gens courageux, on est des gens inconscients. C'est-à-dire que tu vas écrire quelque chose et puis après ça t'échappe un peu. Moi, quand j'ai écrit 5 dans tes yeux, j'ai écrit sur 5 amis d'enfance, plus moi, plus ma mère. Et tu écris, et puis à la fin, tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Et en fait, c'est de l'inconscience. Tu le fais, et puis là, c'est pareil, dans Chibi la Blanche, où je mets en scène quand même si j'ai fait un peu plus gaffe, parce que j'avais un peu plus d'expérience, on va dire, mais j'ai mis en scène quand même une partie de ma famille. Donc voilà, de ma belle famille, parce que ma femme est sénégalaise. Et voilà, tu y vas, et puis tu penses que tu vas te cacher, puis à la fin, quand tu finis ton livre, eh ben, pas du tout, en fait, en fin de compte. Tu dévoiles de toi. Hein. Mais alors la ville, c'est bien la ville en écriture dont vous parlez. Finalement, ce sont des espaces, des lieux qui vous inspirent l'écriture ou bien ? Ouais, complètement. Bah après, c'est vrai que je suis pas trop un rural. Hein. Mais c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'il est à Foix, en plein milieu des montagnes. Mais j'adore. Hein. Ah, j'adore. Bah, vous pourriez pas écrire j'ai un ami qui est dans là. les Pyrénées ? Bah peut-être. Hein. D'ailleurs, c'est vrai, je disais hier à mon ami, je disais attention, un jour je vais faire un livre où tu seras dedans. Et ce sera un livre ariégeois, tu vas en prendre plein la gueule, quoi. Donc voilà. Je sais, et ça peut, mais je pense que la ville, en fait, mon écriture, c'est une écriture beaucoup de la sensation, on va dire. C'est une écriture du mouvement, même dans mes chapitres, il y a toujours énormément de mouvements, de travelling, comme ça. Quand on prend le premier chapitre de Tibi, elle se lève,
elle lit en vue de rattrapage au baccalauréat, puis son père l'envoie chercher du thé dans la boutique d'à côté. Elle arrive dans la boutique d'à côté, puis elle tombe sur son meilleur ami Issa qui l'amène chez un marabout, qui l'amène dans un autre quartier. Donc tout de suite, il y a un mouvement. Et dans ce mouvement, il y a des odeurs, il y a l'usine de pétrole juste à côté, il y a des oiseaux qui volent dans le ciel, il y a l'autoradio du taximan. Donc voilà, et c'est toujours ça, quoi. Toujours, et les villes renvoient énormément de symboles dont peut-être j'ai besoin pour écrire, ouais. Donc, est-ce que vous pourriez dire, comme le disait, je vais vous faire entendre après un court passage de Ernest Pignot-Ernest, je ne sais pas si vous voyez qui est cet artiste plasticien merveilleux, qui fait des dessins et qui les fait surgir des murs, qui colle. Il a beaucoup affiché dans les murs. On en parlait tout à l'heure. De Naples, c'est vrai. Ouais, c'est fou, hein. Alors on l'écoute et puis après on voit la réaction. Ouais. C'est bon. Alors, il faut que j'explique un peu mon travail, là. Vous voyez, quand je mets mes images dans des lieux, j'ai beaucoup travaillé les lieux. Déjà, hein, je suis allé à toutes les heures de la journée, je sais comment la lumière vient dessus, je sais la texture du mur, les couleurs qu'il y a à côté. Donc, je sais tout ce qui se voit dans le lieu. Et simultanément, j'étudie tout ce qui ne se voit pas du lieu, tout l'invisible du lieu, c'est-à-dire j'étudie l'histoire du lieu, toute sa valeur symbolique, toute sa mémoire enfouie, voilà. Et je fais mon dessin, quand je le réalise, je prends en compte à la fois tout ça, les choses du visible et les choses qui ne se voient pas. Et ce que je vais figurer, et la façon même dont je vais le représenter, la façon dont je vais le dessiner, naît de cette connaissance du lieu. Et je viens glisser ce dessin après, je viens le coller dans la rue, dans le lieu que j'ai choisi, et pour qu'il n'apparaisse pas comme un dessin exposé dans la rue, vous voyez, comme une affiche, comme un truc qui est là provisoirement, qui s'y inscrive physiquement, sensuellement dans le lieu, il faut qu'il y ait assez d'effet de réel, vous voyez, pour qu'il y ait un petit trouble. En même temps... Qu'on se dise là, il y a quelqu'un. Voilà, qu'il y ait une présence. Et en même temps, je ne veux pas faire du trompe-l'œil, je veux affirmer que c'est une fiction, vous voyez. Et le dessin permet ça. C'est-à-dire qu'avec le dessin, je peux travailler cet effet de réel, faire des personnages grandeur nature, tenir compte de l'équilibre entre la lumière et l'ombre, surtout dans les rues de Naples, j'ai beaucoup travaillé ça. Mais en même temps, je laisse le papier blanc, c'est noir et blanc, ça affirme, au théâtre on dirait une distance, ça affirme une fiction. J'ai pensé à vous. Ouais, ça me parle beaucoup, mais notamment parce que là, j'ai travaillé beaucoup ces derniers temps sur l'adaptation ciné de 5 dans tes yeux. L'adaptation ciné. Donc, 5 dans tes yeux, mon premier roman, va être normalement adapté au cinéma, parce qu'au cinéma, on ne sait jamais si ça va aller au bout ou pas, mais en tout cas, on a fini le scénario. Et ça m'a beaucoup fait penser à ça, c'est-à-dire que quand on écrit un scénario, on écrit en fait ce qui est très bizarre, c'est l'abstraction du scénario, c'est écrire en pensant que le film va avoir un autre langage après. C'est-à-dire que tu poses en fait des scènes où tu te dis, la scène, elle va être filmée après, avec un autre langage, elle va avoir une autre vie. Donc tu écris en visualisant des lieux sans pour autant les décrire vraiment. C'est-à-dire que là, si j'avais à écrire une scène qui se passe ici, je dirais une salle de théâtre à Foix, au premier étage, 60 personnes, dans un lieu assez feutré. Ça s'arrête là, en fait. C'est ça qui est très bizarre dans l'écriture scénario. Donc, en fait, tu lâches prise complètement sur après ce qui va se passer, même si dans ta tête, tu l'as. Ce qui est assez bizarre. Alors que vraiment, en littérature, tu te dois de donner beaucoup plus de force à la description du lieu, à amener vraiment les gens dans l'ambiance, dans l'odeur, dans le ressenti. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui est très bizarre. Et puis, ce qui est encore plus bizarre, c'est que
pour revenir à l'écriture du scénario de 5 dans tes yeux, 5 dans tes yeux, c'est un livre sur un mec, donc moi, qui essaye de faire un film sur son quartier d'enfance et qui n'y arrive pas. Et finalement, on va faire un film sur ce mec qui n'y arrive pas. C'est une mise en abîme permanente. C'est de ça dont il parle, de la mise en abîme. C'est-à-dire il pose un dessin dans un lieu qu'il a étudié. Enfin, c'est toujours ça, c'est-à-dire que ce rapport de dimension comme ça. Et même en fait, même quand tu écris par exemple un déplacement dans Dakar, une maison dans Dakar, ou même quand tu décris un personnage, eh ben, le lecteur, lui, il va le voir différemment aussi. C'est-à-dire, c'est toujours ça, ce lâcher-prise entre ce que tu écris et après comment les gens vont voir la chose. Mais en cinéma, c'est encore plus bizarre parce que tu écris pour qu'après, un autre gars, quelque part, trahisse même ta vision. La trahison, elle est même dans le lecteur déjà trahit ta vision. On est toujours dans un lâcher-prise. Tu écris quelque chose et puis quelqu'un finalement va lire et va imaginer le lieu différemment. Voilà, j'espère que je suis assez clair. Oui, en tout cas, on parle de cet art de la rue. C'est rue. pour ça aussi que je faisais le parallèle avec Ernest Ernest, qui justement observe, arpente, se nourrit, rencontre une forme de culture de l'autre, et en même temps ou d'un personnage historique ou d'un poète, puisqu'il a beaucoup travaillé autour de la figure d'Arthur Rimbaud. Et vraiment, ça surgit des murs de la ville, et ça fait partie de l'histoire aussi. Ça réveille les mémoires, ça vient convoquer les histoires aussi du passé, les histoires collectives. Et ça nous permet justement aussi de se rapprocher un peu plus précisément de Tibilla-Blanche, qui se passe donc à Dakar, dans un quartier très précis de Dakar, à Tiaroy. Nous sommes au cœur de la jeunesse dakaroise. Ils attendent leurs résultats du bac, et évidemment de ces résultats vont dépendre leur parcours. En tout cas, ça va déterminer une partie de leur parcours. Certains désirent s'en aller, d'autres pas, d'autres hésitent. Et avec eux, comme je le disais au début, on arpente ce quartier, cette culture et cette langue de la rue et ces personnages réalistes, comme justement on parle aussi Ernest Pinault-Ernest. Ouais, ce qui est très bizarre à Dakar, c'est qu'en fait les rues, ce sont des espaces vraiment très différents en termes d'urbanisme que nos rues françaises ou les rues marseillaises. C'est-à-dire que dans Tibilla-Blanche, je dirais qu'il y a plus d'importance dans les maisons, c'est-à-dire que le Sénégal, c'est vraiment ce qu'on dit que c'est le pays de la teranga. Donc la teranga, c'est vraiment l'hospitalité. C'est pas un mythe, c'est-à-dire que tu peux rentrer vraiment dans les maisons très, très facilement. Alors peut-être encore plus facilement quand tu es un blanc, hein. On te fait rentrer vraiment. D'ailleurs, les maisons sont souvent très ouvertes. Donc il y a ça aussi, il y a ça qui est très fort, je pense qui est plus fort dans Tibi que dans 5 dans tes yeux. Marseille et les Marseillais, c'est pas des gens qui te font rentrer facilement chez eux. Alors que les Dakarois te font beaucoup plus facilement rentrer chez eux. Donc il y a une importance des maisons dans Tibilla-Blanche, plus que dans les rues. C'est-à-dire que même le sens de l'orientation, il n'y a pas de rue avec des pancartes. En tout cas, dans le quartier que je décris moi, en centre-ville, c'est encore différent. Mais voilà, comme je dis, quand je décris un quartier, notamment dans le premier chapitre, je dis le quartier, là où ils arrivent, c'est comme un plat de la veille qu'on a rallongé, quoi. Les quartiers se ressemblent assez. Après, c'est beaucoup des ambiances. Donc voilà, on a un sens en tout cas, on a une forme urbanistique qui est vraiment très différente au Sénégal qu'en France. Alors, on va entendre un peu à quoi ça ressemble, Tibilla-Blanche. Je vais vous lire un extrait du début qui parle de Tibillé, justement, ce fameux personnage. Il y a 10 ans, toute la famille est allée passer l'hivernage au village, à Diarra, au bord du fleuve Sénégal. Aïcha a toujours interdit à ses enfants de s'y baigner. Mais un vendredi où il faisait une chaleur pas possible,
Tibilé a suivi ses cousins jusqu'au fleuve. Elle est restée longtemps à l'écart des gosses qui s'amusaient dans l'eau. Au bout d'un moment, elle s'est levée, attirée par cette étendue calme, si différente des vagues menaçantes de l'océan dakarois. Elle s'est approchée assez près pour voir son reflet dans l'eau, ses traits fins, sa peau brillante, ses yeux en amande, des tresses couchées. Elle a trempé la main. C'était doux et sans résistance. Quand elle l'a retiré, son reflet s'est troublé. Alors, sans savoir pourquoi, elle s'est penchée en avant et a plongé sa tête dans le Sénégal entièrement, jusqu'au cou. Sous l'eau, elle a entendu son cœur battre au rythme du fleuve. Elle n'était plus une enfant parmi d'autres autour d'un plat de tiep sur un canapé surchargé de fesses et de jambes, dans un bus bondé de fatigue et de transpiration ou dans une salle de classe bruyante. Elle était seule. Une semaine plus tard, dans la 505 Peugeot Break sur la route de nuit vers Dakar, Tibilé dormait, la tête sur les genoux d'Aïcha. Pendant son sommeil, ses cheveux tombaient par poignées. Dès les premiers jours de la rentrée scolaire, les garçons se sont moqués d'elle. Un matin, Issa s'est levée en plein cours de Monsieur Diouf, s'est tournée vers la classe et a averti. « Celui qui ouvre encore sa bouche sur la tête de Tibilé, je jure que je lui nique sa mère !» Issa a reçu plusieurs coups de chicotte par Monsieur Diouf, et les garçons ont arrêté de la persécuter. Tibilé n'est jamais retournée voir Monsieur Thiam, le médecin de famille, et elle a caché l'infâme sous un foulard. En grandissant, tout le monde a oublié. Elle a rejoint la catégorie des filles voilées. Elle est devenue une pieuse, une vertueuse qu'on laisse tranquille. Le mal s'est caché sous un morceau de tissu, mais reste en elle comme un enfant illégitime. Une fois en France, elle ira voir des spécialistes. Elle passe son temps à regarder sur son portable des sites et des forums spécialisés. Il suffit de taper « teigne » ou « pelade » pour tomber sur des centaines de témoignages. Les gens racontent leur désespoir, beaucoup évoquent des causes profondes, psychologiques. Tibilé essaie parfois de chercher cette blessure, ce traumatisme dans son histoire personnelle, mais elle ne trouve rien. Tous les matins, en se levant, elle effleure son crâne avec ses doigts dans l'espoir devenu obsessionnel de sentir une repousse. Elle pense souvent à l'une des insultes des gamins à l'école, pas à pastèque ni à peau de rat, mais à planisphère. Sa tête est un monde qu'elle parcourt les yeux fermés. Elle en connaît toutes les zones de terre et de mer. Mais jamais Tibilé ne regarde son monde dans un miroir. Il vaut mieux ignorer certaines choses. Tu lis bien. Voilà. Ça fait longtemps que je lis. Ah, bravo. C'est un tout petit peu mon métier. Moi, je vais pas lire après. Hein. Mais si. Non. Mais si. Ah, mais si, j'adore, mais on a un accent merveilleux. Mais si. Voilà, on rentre donc avec Tibilé dans ce roman. On a son âge, on a ses sensations, on a cette histoire incroyable. Un peu comme un conte, ça devient presque une légende. On pourrait penser à Tibilé comme une héroïne oui, je sais pas, de la mythologie grecque, cette planisphère, cette chose-là qui n'est pas tout à fait normale. Et je sais que pour vous, Adrien Bel, ce rapport à la normalité est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé au travers d'un autre personnage, d'ailleurs, de Jacob. Mais on rentre par ce sensible et par l'idée de cette planisphère. C'est encore une histoire de voyage. Ouais, ce qui est bizarre, c'est que en fait, c'est ce fleuve. D'ailleurs, Tibilé, elle est soninké, donc elle est d'une ethnie qui est minoritaire au Sénégal, et elle est originaire vraiment du nord Sénégal. Donc, c'est tout ce qui longe la Mauritanie, le Mali, et donc la frontière, c'est le fleuve Sénégal. Et moi, j'y suis jamais allé là-bas. Et c'est là qu'on retrouve cette écriture-là aussi. C'est une forme d'écriture qui est très différente. En fin de compte, même quand je l'écoute, c'est une écriture assez romanesque. Parce qu'on sent aussi que quelque part, voilà, il y a cette part d'inconnu en moi, dans le lieu que je ne maîtrise pas. Et du coup, je pars dans une mythologie.
Et ce que je trouve beau, bon, c'est vraiment une digression dans le texte, parce que finalement, on est beaucoup à Dakar. Bon, il y a d'autres digressions, mais là, on est dans une digression où elle est dans un village et tout. Et en fait, il y a cette histoire de pelade. Moi, j'avais une nièce là-bas, mais c'est elle qui a donné son titre au roman, qui s'appelait Tibilé, et elle avait cette pelade comme ça. C'était une gamine que j'ai vue à Dakar il y a une dizaine d'années, et du coup elle m'avait pas mal intrigué. C'était une fille qu'on avait laissée là-bas, qui arrivait du village, donc arrivait à Dakar, et on savait pas trop si elle allait retourner au village ou si elle allait aller en France ou pas. Et donc du coup elle a donné son nom au bouquin, mais aussi j'ai gardé cette histoire de teigne comme ça. Et il y a aussi toute la valeur voilà, psychosomatique de la maladie. Bon, ce sont des choses qui m'intéressent aussi en bon hypondriaque que je suis. Hein. Et d'ailleurs, on le ressent. Hein, elle tape le truc, pelade, machin chose. Mais voilà, il y a tout ça. Et ce que je trouve intéressant aussi là-dedans, parce que je trouve ça très intéressant, ce que j'écris, bien sûr. Hein. Et il y a le côté aussi, finalement, où on l'écrit aussi sans intention. C'est-à-dire, moi, vraiment, quand je l'écris sans intention de départ. Et en fait, elle plonge sa tête dans le fleuve Sénégal. Et c'est la frontière. Et finalement, elle plonge sa tête dans la frontière, quoi. Et c'est en plongeant sa tête dans la frontière, et là j'en reviens toujours à la sensation, c'est-à-dire que quand on est sous l'eau, en bon méditerranéen que je suis, je vais un peu sous l'eau, même si en bon méditerranéen je ne sais pas très bien nager, hein, parce que les Marseillais ne savent pas nager, mais quand on est sous l'eau, on a une autre perception des choses, et c'est vraiment un moment où on se retrouve seul, quoi, je trouve. Et quand on est au Sénégal, on a très peu d'occasions d'être seul. C'est-à-dire qu'on est quasiment même jamais seul, et encore moins pour une fille. Parce que les filles, elles sortent, en tout cas pour les Soninké, elles sortent très peu de chez elles. Et donc du coup, voilà, elle plonge sa tête dans le fleuve Sénégal, et là, elle se retrouve seule. Et comme je dis, elle ne se retrouve pas autour d'un plat de tchèp, dans un bus surchargé. Et finalement, c'est sa mère qui lui avait interdit d'aller au bord du fleuve. Et finalement, c'est au moment où elle trempe sa tête dans ce fleuve Sénégal et qu'elle se retrouve seule, donc elle éprouve la frontière, que finalement elle va perdre ses cheveux, et pour la mère de Tibilé, ce sera le mauvais œil, le sacrilège. Et finalement, je raccorde encore ça aux jeunes gamins qui la traitent de planisphère, qui la traitent de map-monde comme ça. Donc voilà, c'est toujours relié au départ, et aussi à quand on part, la culpabilité qu'on a à partir, le détachement, qu'est-ce que ça crée. Et qu'est-ce que ça crée aussi dans les corps, comment ça rejaillit sur notre peau, sur des maladies qu'on pourrait avoir possiblement ou pas, mais aussi à la valeur du mystique qui est très forte en Afrique, hein. C'est-à-dire que le mysticisme, c'est quelque chose de très fort. Donc voilà, il y a tout ça dans cette scène. Ben, du coup, vous allez pouvoir lire la scène du marabout. Allez, ça y est. Mystique, marabout. Pourquoi pas? Je connais pas la page. Non. Mais c'est vous qui avez écrit le livre. Bien sûr, ça va, je vais le retrouver. Donc voilà, en fait, elle est partie de chez elle, elle est tombée sur Issa. Et Issa, c'est vraiment le mec qui te dit « Vas-y, viens, viens, viens ». Et puis elle veut pas y aller. Et elle lui dit « Viens, on va chez le marabout, j'ai un truc à demander au marabout ». Et en fait, elle peut pas parce qu'elle a possiblement les résultats du bac, et puis peut-être elle va devoir passer au rattrapage. Donc il y a vraiment un côté subversif à suivre Issa, mais des fois on se retrouve embarqué dans des trucs où on dit pas non, et puis en Afrique le temps se dilate beaucoup, donc des fois tu te retrouves dans des situations où tu peux pas t'échapper. Et donc là, ils sont arrivés dans la cour du marabout. Dans la cour du marabout, des chaises en plastique bordent les 4 murs enduits de chaux blanches, les mêmes qu'on retrouve partout, rouge, bleu, jaune. Certaines sont logotypées Fanta, Coca-Cola ou Orangina. Avec le temps, elles prennent le rythme du pays, se détendent, le plastique devient trop souple pour supporter les grosses fesses. Une dame qui doit faire dans les 2 mètres les accueils d'un salam alaikum
de réfrigérateur. Elle en voit passer des gens sous les feuilles bien vertes du grand corosol planté au milieu de la cour. On vient chez le marabout pour retenir son mari, stériliser sa coépouse, rallonger sa bite, obtenir une promotion ou éliminer ses manières de femme. Et ici se déversent les secrets les plus inavouables et les maux incurables. Le marat oriente les décisions, absorbe les tares, répare les corps et les esprits au pays, du plus riche au plus pauvre. Tout le monde a un marat, ou presque, mais on va le voir en rasant les murs, et quand on le recommande, c'est toujours à voix basse. La dame revient avec 2 jus de tamarin, une entreprise comme une autre, pense Tibilé, avec fidélisation, service après-vente, satisfaction clientèle et obligation de résultat. À l'intérieur de la maison, les ampoules s'allument, on ne distingue plus que l'ombre des femmes, un enfant dans le dos, des balais et des marmites à la main. La lumière de l'écran de téléphone éclaire les traits fins d'Issa. Ils se forcent pour ne pas regarder Tibilé. Dans 2 jours, ils auront les résultats du bac. Et après, ils se quitteront, peut-être pour toujours. Même si elle n'en parle pas, il sait bien qu'elle va partir en France. C'est ce qu'un départ vers l'Europe implique. La frontière coupe les branches du passé. Plus vite qu'on ne le pense, les souvenirs s'effacent et le feu de l'amitié finit par s'éteindre. Merci. On sent que ça a été travaillé avec un musicien et des machines derrière, parce que parfois il dit qu'il lit pas, mais il lit même en musique. Ouais, mais sur 5 dans tes yeux surtout. Oui. Encore une histoire de frontière. La frontière, c'est l'adolescence aussi. C'est vraiment un livre qui parle de ça. C'est-à-dire, la frontière, c'est un état transitoire, c'est un entre-deux. Et c'est vraiment un thème tout à fait central dans mes 2 dans bouquins. vos 2 livres. Ouais. C'est aussi l'adolescence, pour revenir aux villes, c'est le moment de la vie où on occupe l'espace urbain. Vraiment, l'adolescent, il traîne sur les places, il est en bas des immeubles, il emmerde son monde. C'est vraiment un moment où on use l'espace urbain. Donc, c'est aussi un bon moyen de parler des villes, les adolescents. Après, il y a les personnes plus âgées qui vont, mais finalement, l'adolescence, c'est le moment où tu es lâché comme ça. Tu es lâché dans une espèce de no man's land aussi de la vie, hein. C'est-à-dire que tu quittes une société qui est la société familiale et puis tu t'apprêtes à rentrer dans la société du monde des adultes, de l'université. Et puis c'est le moment aussi du départ. Et l'adolescent, il cristallise beaucoup de craintes de la part... moi, j'ai une fille de 7 ans et je me pense déjà à comment elle sera adolescente. Je me dis, ah là là, comment elle sera adolescente. Et en même temps, les adolescents, c'est des gens qui verbalisent de manière un peu bizarre ou pas du tout. Qui créent des fausses pistes. Donc c'est intéressant aussi de les faire parler et de voir un peu ce qu'ils ont. Et puis c'est un moment de la vie où on doit prendre des décisions importantes pour sa vie. Et finalement, est-ce que c'est le moment de les prendre pour eux? Est-ce que c'est le bon moment? Et puis, ils vivent aussi en tribu. Alors je pense que tout le monde a un souvenir de son adolescence. C'est un moment quand même où on vit les choses très intensément, où notre corps est très fort aussi. On est vraiment en pleine possession de ses moyens. Et puis, c'est aussi le moment de tous les possibles. L'adolescent, il va croquer le monde. Il va devenir un grand artiste ou un cinéaste. D'ailleurs, des fois, quand tu parles à des jeunes adolescents, ils disent « Moi, je vais être réalisateur. » Bon, après, ça devient un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ils rêvent, quoi. Et ces 3-là, Tibilé, Issa, Neurone, ont des rêves. Elle veut partir. Issa, lui, veut être couturier. Donc, il lui faut partir aussi pour apprendre la haute couture. En tout cas, la couture, même s'il s'y est déjà mis depuis un moment. Neurone, c'est, on va dire, comme son nom l'indique, la tête pensante. Et ils ont en effet, en même temps, pris dans les tumultes de cette époque charnière, frontière qu'est l'adolescence. Le quartier de Tiaroy, c'est un quartier extrêmement spécifique. Moi, je ne connaissais pas tout à fait ce dont vous parliez. Ramène à, encore une fois, cette histoire collective qu'on ne connaît pas forcément. C'est-à-dire que ces adolescents-là, évidemment, ont des parents, des grands-parents, ils ont tous un lien avec la France, c'est pas innocent. Ils n'en savent pas forcément grand-chose de cette histoire-là avec la France. Ils ont envie d'y aller ou pas, ils l'aiment ou ils la détestent, mais en tout cas, il y a un rapport évident entre ces 2 pays. Pour mémoire,
Je vais vous passer un petit extrait qui va raconter justement exactement pourquoi ce quartier est malheureusement aussi connu, mais méconnu aussi, oublié. On cache, comme on le disait avec Tibilé, quand on se regarde dans le miroir, on n'est pas forcément capable d'y lire une forme de vérité. C'est l'histoire d'un massacre camouflé par la France. 1er décembre 1944, l'armée française encercle le camp militaire de Tiaroy au Sénégal. Des soldats africains qui ont combattu sous l'uniforme français pendant la guerre réclament le paiement de leur solde qui ne leur a pas été versé pendant l'occupation. L'armée leur tire dessus, bilan annoncé 35 morts et 35 blessés, officiellement une riposte nécessaire à une rébellion armée. Une mascarade pour cette historienne qui a épluché les archives. C'est un mensonge d'État. En fait, c'est pas du tout une rébellion armée. C'était d'abord des hommes qui sont revenus avec des droits, des revendications légitimes. Ils ont construit des pièces à charge pour camoufler le massacre, camoufler l'étendue de nombre de victimes et faire condamner des hommes pour être sûr que ça sera à la chape de plomb à vitam aeternam. 34 tirailleurs sont condamnés de manière expéditive par la justice militaire. Plus de 70 ans après le massacre de Tiaroy, d'anciens militaires n'hésitent pas à remettre en cause la version de l'armée. Alors, c'est du roman, quoi. La version présentée dans les archives qui sont conservées est une version qui ne tient pas la route. Il n'y avait aucune raison, si vous voulez, de tirer sur des gens qui, contrairement à ce qu'on a dit, n'étaient pas armés, bien sûr. À partir du moment où l'affaire a eu lieu, immédiatement, il y a le camouflage qui est mis en place. Cette vérité historique, certains enfants des tirailleurs africains de Tiaroy la réclament toujours. C'est le cas d'Yves Habibou qui a saisi la Cour de cassation pour que son père soit réhabilité. Mais le 14 décembre 2015, la justice a refusé de rouvrir le dossier. Honnêtement, j'ai un peu mal au ventre, j'ai physiquement mal au ventre. Ça aurait été un soulagement pour moi de dire enfin on sort de l'ornière, enfin on accepte de regarder ce crime d'État en face et de dire les choses. De toute façon, il y a d'autres enfants de tirailleurs. Moi, je les appelle à apprendre quelque chose de ce premier échec et à continuer le combat. Un combat loin d'être terminé, d'autres fonds d'archives encore inexplorés pourraient peut-être à l'avenir faire la lumière sur le massacre de Tiaroy. Voilà, pour situer un peu le lieu de cette histoire. Ouais, j'y suis allé là, il n'y a pas longtemps. Je suis allé au camp de Tiaroy il y a 3 mois là. Donc je suis allé voir. Après, alors le quartier où je situe l'histoire, c'est Jamagen. Donc c'est vraiment en face du camp de Tiaroy. Et symboliquement, ce qui est assez fort, c'est que Jamagen en Wolof, ça veut dire la paix, c'est mieux. Et c'est juste en face du camp de Tiaroy. Et moi, au départ, j'avais créé un personnage tirailleur qui était le grand-père de Tibilé, mais j'étais un peu emmerdé dans les dates parce que sinon, ça aurait fait un grand-père de 120 ans. C'était un peu compliqué. Mais en tout cas, le rapport à la France, il est toujours présent dans l'ensemble du livre. Mais tout à l'heure, il y a une journaliste qui m'a posé la question, qui m'a dit « Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire ?» Au départ, quand j'écris, je dis pas que je vais écrire un truc ou je vais dire des choses. Pareil pour 5 dans tes yeux, c'est un livre aussi où on m'a beaucoup renvoyé vers la gentrification. Oui, la gentrification. Moi, au départ, quand j'écris 5 dans tes yeux, je pense pas écrire un livre sur la gentrification. Là, c'est pareil, quand je commence Tibilé, je me dis pas, je vais faire un livre sur le rapport du Sénégal avec la France. Après, quand tu fais un livre sur 3 jeunes adolescents qui passent le baccalauréat, il porte bien son nom, de toute façon, la France, elle est partout au Sénégal. Elle est sur les panneaux de signalisation, elle est sur l'écriture des boutiques. C'est une langue aussi qu'on partage. Alors, de moins en moins, les jeunes, peut-être certains jeunes la parlent moins que les anciens. Mais en tout cas, après, le Sénégal, on m'a aussi posé la question, on me dit quel est le rapport des Sénégalais avec la France. Il n'y a pas le rapport des Sénégalais avec la France. Chaque Sénégalais a un rapport différent avec la France, a une histoire différente avec la France. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais quand j'écris l'histoire,
On est en 2021 et il y a des mouvements France Dégage assez importants. Donc France Dégage, voilà, c'est notamment initié par un personnage politique, un opposant au pouvoir qui s'appelle Ousmane Sonko, qui est accusé de viol. Bon, c'est une histoire, voilà, chacun, il y a les pro-Sonko, les anti-Sonko, enfin les pro-Macky Sall. Donc voilà, on baigne quand même là-dedans. Et Sonko, lui, quand même, il est quand même sur la fin du franc CFA, la renégociation des droits pétroliers. Donc il est vraiment là-dessus, ce qui exacerbe aussi les rapports, notamment que la jeunesse peut avoir avec la France. Mais ce qu'il faut toujours dire, c'est que au-delà du message politique, la France et le Sénégal, c'est aussi une relation d'amour. Hein. C'est vraiment une relation d'amour. Et je pense que Senghor est bien là pour en parler. Enfin, en tout cas, l'image de Senghor est une image hyper importante. Premier président sénégalais après l'indépendance et académicien français, marié avec une femme blanche, toute la poésie. Mais la France et le Sénégal, c'est comme je dis dans le bouquin, c'est comme un vieux couple qui se tourne le dos dans le lit conjugal. Il y a aussi toute la part d'histoire sombre qu'on partage avec le Sénégal, qu'on partage avec l'Algérie, qu'on partage avec toutes les colonies, hein, l'esclavage, la colonisation, le camp de Tcharoy, les tirailleurs sénégalais, et tout ça, forcément, rejaillit. Alors bien sûr, au Sénégal, il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a les trucs, mais finalement, celui vers lequel on se tourne, c'est celui avec lequel on partage une histoire. Et c'est celui aussi avec lequel on partage aussi une histoire contemporaine, parce qu'il y a aussi énormément de Sénégalais en France. Donc voilà, après, pour revenir au camp de Tcharoy, voilà, comme je dis, c'est suivant celui qui écrit l'histoire. Il y a 30 morts, il y en a 100, il y en a 150, il y en a 300. On ne sait pas, mais l'histoire, en tout cas, est terrible. Et je pense qu'on la ressent, sans que j'en parle directement, je pense qu'on la ressent dans tout le bouquin, quelque part, ce rapport avec la France. La construction du nouveau TER par les Français, la présence des usines Total, et puis après le rapport de chaque individu avec la France. Ouais. Et qu'est-ce qui donne pour vous envie de partir ? De partir... Pour Tibilé, oui. Pourquoi elle veut partir ? Pour se retrouver seule seulement ? Ouais, bon, pour Tibilé, moi ce que j'ai dit souvent, c'est que j'ai écrit un livre aussi sur ce qu'on appelle une middle class sénégalaise. C'est pas un livre sur des jeunes qui sont pauvres, qui vont prendre des risques en prenant des bateaux pour aller aux îles Canaries. C'est vraiment une jeunesse qui a la possibilité d'y aller. Notamment peut-être un peu moins pour Issa, parce qu'il est d'un milieu plus pauvre que les autres. Pour Tibilé, vraiment, ce qui est particulier aussi, c'est qu'elle est française. Hein. Il y a aussi au Sénégal des gens qui sont français. Hein. Par exemple, elle est soninké. Je crois que 70% des Sénégalais que nous avons en France sont soninké. Il y a beaucoup de soninké, beaucoup de mandjak, mais en grande partie sont soninké. Donc toute la diaspora française qu'on voit dans des grandes villes françaises et tout sont soninké. Ce sont des gens qui ont voyagé à l'après-guerre et qui sont venus pour reconstruire le pays ou pour travailler dans les usines et tout. Donc Tibilé, elle est française. Elle a le passeport Schengen. Et d'ailleurs, il y a des scènes assez cocasses qui se passent pendant les élections françaises, c'est-à-dire qu'il y a des villages entiers au Sénégal qui votent pour les élections françaises. Donc il y a des gens qui vont venir faire campagne électorale dans des villages de Mauritanie à 45, 50 degrés pour aller demander d'aller voter pour M. Macron ou pour monsieur, je ne sais plus qui c'était, Madame Le Pen. Bon, donc du coup, et ils échangent ça contre un forage, des sacs de riz, du sucre, des promesses de développement du pays et tout. Donc pour Tibilé, vraiment, elle est française. Donc elle a la possibilité d'y aller. Après, ce qu'elle a, c'est qu'elle a envie d'être seule. Mais elle a envie d'être seule comme un jeune de foi a envie de se barrer à Paris pour vivre sa life, quoi. C'est la même chose. Comme un jeune de Rouen veut aller vivre... Donc c'est vraiment ça, comme je dis, elle a envie de se retrouver devant sa télé, à regarder des séries à la con, et aller se prendre un burger au coin de la rue, quoi. Il y a vraiment tout ça pour Tibilé. Mais aujourd'hui, la seule information qui compte est celle de son départ en France. Avec ses amis, ils en ont toujours parlé.
Pour Neuro Neissa, c'était des rêves de richesse et de succès. Des défilés de mode à Paris et à Milan pour l'un. Une carrière de médecin, de chercheur ou de chef d'entreprise pour l'autre. Pour elle, c'était juste des rêves de solitude. Quitter sa chambre à partager, son tour de ménage, de tiep. Ne plus avoir le souffle de Baba et d'Aïcha dans sa nuque. Atterrir dans le hall d'un aéroport international, puis prendre un train et coller son visage sur le paysage qui défile. Chercher son chemin devant un plan de métro, aller au cinéma, manger un hamburger bien gras au coin d'une rue et laisser venir vers elle celui qui aura la bonne odeur du mec pas con, mignon et qui sait doser la confiance qu'il a en lui. Les doigts de Tibilé transpirent sur la feuille. Je vais à Marseille. De Marseille, elle sait juste que c'était la ville de son grand-père Kissima. Il y avait travaillé plus de 30 ans comme cuisinier sur les bateaux de la transatlantique. Chez lui, il y avait des cartes postales du Vieux-Port sur le grand buffet noir du salon. Sur la fin de sa vie, il parlait presque tous les jours de Marseille, en boucle. « Marseille, c'est pas la France, au nom de Dieu, les Marseillais, c'est pas des Français !» Et il avait toujours le regard un peu mouillé. On ne savait plus si c'était parce qu'il avait l'œil des vieux ou s'il avait envie de pleurer. Il revenait juste pour les vacances au Sénégal, où il avait laissé femme et enfants, puis il repartait travailler toute l'année sur les bateaux. À l'âge de la retraite, il a quitté le cours Belzins et son petit appartement de la rue Tubano. Entre les filles de joie et le café de Momo où il buvait son expresso avec son ami l'écrivain et réalisateur Ousmane Samben, une vie cassée 3 fois, comme le riz. « Tu pars dans 10 jours, a conclu Baba. D'abord, tu iras à Paris chez un tonton. Il va s'occuper de tout là-bas. » Elle a déjà entendu ses tontons parler de Baba en rigolant, comme quelqu'un de très différent quand il était jeune, d'un homme à femme, qui faisait la fête. Elle a plein de questions, mais rien ne sort. On n'est pas impudique, surtout quand il s'agit de son père. Comment s'appelle ce tonton ? Cain. Un nom de Paul. Ça veut dire qu'il n'est pas de la famille. Baba envoie sa fille dans son passé. C'est sa manière à lui de lui dire qu'il se ressemble, de l'aimer en silence. J'aime bien ce rapport de génération et d'histoire, justement, d'inconscience aussi, ou de faire avec, en effet, les désirs qu'on croit reconnaître, ceux qui nous agitent mais dont on ne connaît pas l'existence, le père qui l'aime en silence. J'aime bien cette fin de chapitre parce que c'est vraiment un livre aussi sur les amours. C'est pour ça que je parlais d'amour au pluriel au départ. Et elle n'a pas le choix. Et puis, évidemment, Dakar rejoint Marseille, comme par hasard. Oui, et puis moi aussi, parce que le mec qui dose sa dose de confiance, c'est un peu moi aussi, finalement. Il y a pas mal de choses dans ce passage. Et puis, d'ailleurs, il y a Sembène Ousmane qui a réalisé le film Le Camp de Charoy. Sembène Ousmane était vraiment docker sur le port de Marseille. Il était vraiment ami avec le grand-père de ma femme. Kissima. Donc voilà, il y a tout ça qui est assez fort et qu'on relie. Et puis il y a aussi la part du silence. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, en tout cas, dans la famille de ma femme, mais je pense aussi chez pas mal de jeunes Sénégalais, c'est on ne connaît pas forcément le passé de ses parents. On ne cherche pas à savoir. Et puis quelque part, c'est impudique de le demander. Mais en même temps, il est là, il existe, quoi. Il agit. Il agit, et puis c'est ça aussi que je trouve intéressant aussi dans ce livre, c'est que moi je vais beaucoup au Sénégal, et puis je me retrouve dans ma famille, il y a énormément d'enfants, c'est une maison qui accueille à la fois les gens du village, les gens de France, les gens qui s'apprêtent à partir en France, et en fait tu te retrouves au milieu d'un plat de tchèp avec des gens qui ont tous des trajectoires différentes, et tu sais pas quel destin ils vont avoir, tu sais pas ce qu'ils vont faire, tu sais pas ce qu'ils font aussi. Ce que je trouve intéressant aussi au Sénégal, j'en parlais hier soir, c'est-à-dire qu'en France, on a toujours ce truc à dire « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est quoi que tu fais dans la vie ?» Une fois que le mec ou la femme, elle t'a dit ce que tu fais dans la vie, je trouve que c'est un peu des impasses, en tout cas, c'est mon avis. Et au Sénégal, il n'y a pas ce rapport vraiment où tu étales ce que tu fais, tu dis pas vraiment ce que tu fais. Ce qui fait aussi qu'il y a un rapport beaucoup à l'instant présent et à la discussion présente, et ce qui fait aussi que la voix de chacun est au même niveau.
Autant le mec qui revient et qui est chef, je pense à des oncles qui travaillent à la sécurité chez H&M, que celui qui aiguille les avions et qui a un poste hyper placé dans un aéroport suisse, ou celui qui a été cadre supérieur à la sécurité sociale à Dakar. Ils vont tous avoir le même niveau de discussion et le même poids de parole quand il s'agit de discussion politique ou pas. Donc ça, c'est... Et puis après, on touche aussi au rapport hiérarchique. Pour Baba... c'est-à-dire que moi, pour mon beau-père à moi, c'est-à-dire que, comme il dit, avec moi qui suis blanc, il va pouvoir vraiment parler, quoi. Mais par contre, avec ses enfants, ça va être plus compliqué de dire vraiment ce qu'il a fait, où il était. Donc du coup, ça permet aussi des digressions assez folles, parce qu'après, on retrouve Baba dans une boîte de nuit à Paris, qui devient un habitué d'une boîte de nuit, et puis en même temps, la part du fantasme, quoi, là-dedans. Et la part du fantasme aussi du départ pour Tibilé. Hein. Alors, je retiens beaucoup de choses dans ce que vous venez de me dire, mais je retiens le mot tiep. Je vais vous donner envie de manger. Ouais, parce que c'est quand même aussi un personnage principal, le tiep, vraiment dans ce livre. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça marche, c'est quand même... je ne sais pas si c'est rentré depuis au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc au patrimoine immatériel. C'est un plat voilà, qui a ce... Hop. Salam alaikum. C'est dans cette petite épicerie du quartier de Bango à Saint-Louis que Fatou Kiné a l'habitude de faire son marché. Et pour préparer un bon thieboudienne, cette mère de famille mise sur des légumes frais, choux, carottes, navets, tomates, mais surtout... Ce poisson a été pêché à l'instant, c'est un mulet. Il est idéal pour le riz au poisson. Fatou Kiné a laissé mijoter son thieboudienne pas moins de 2 heures. Pour l'assaisonnement, une sauce tomate épicée pour donner un goût encore plus particulier au plat. Cette mère de 3 enfants a appris à préparer ce plat à l'âge de 12 ans. Le thieboudienne est un plat spécial pour moi. C'est celui que j'offre à mes plus grands invités. Je le prépare toujours avec un grand enthousiasme. Le thieboudienne se mange au Sénégal en famille autour d'un grand plat, à la cuillère ou à la main. L'inscription du plat national au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO est accueillie ici avec une très grande fierté. C'est une très bonne nouvelle. J'en suis ravi. Mais je m'y attendais un peu, car la façon dont on prépare le riz au Sénégal est unique au monde. À Saint-Louis, la consécration du riz au poisson est perçue comme un tremplin pour la relance du tourisme local, miné par le Covid-19. Le thieboudienne est aujourd'hui devenu un produit touristique. Et ça nous permet de renforcer et de promouvoir la destination du Sénégal. On va travailler avec les acteurs culturels, le cinéma, le théâtre, la musique, etc. pour faire un ensemble d'œuvres qui vont contribuer à la promotion de ce plat. Après le thieboudienne, le Sénégal étudie la possibilité d'inscrire à l'UNESCO d'autres éléments de son patrimoine, parmi lesquels des danses, styles de musique et sports traditionnels. C'est vraiment un pays de culture. Alors au sein d'un théâtre, je me disais que c'était bien quand même qu'on puisse en effet parler de la cuisine, du théâtre, de la danse. Enfin, on sent qu'en effet, on le sent dans ce livre-là aussi, qu'il y a une sorte d'effervescence et de vitalité à tous les niveaux. Ah, moi, le tchèp, c'est clair, c'est ma vie, le tchèp. Moi, déjà, je sais que quand je prépare mon voyage au Sénégal, 1 semaine ou 2 semaines avant, je sais que je vais me gaver de tchèp. Alors, dans ma famille, ils le mangent tous les jours, hein, tous les jours, le tchèp. Hein. C'est vraiment... Et je m'en lasse pas. C'est un plat qui est très codifié aussi. Donc, c'est un plat où il y a énormément d'éléments. Donc, on a besoin vraiment de plein d'éléments pour faire un vrai tchèp. Hein. Donc, voilà, il y a énormément de légumes. C'est un plat aussi très sain, on va dire. Hein. C'est pour ça que les Sénégalais restent des gens très beaux, hein. très bien faits, très élancés. Hein. Ils ne se gavent pas de... Donc, vraiment... Et puis, ce qui est aussi intéressant, moi, je trouve, dans le tchèp, bon, il faut savoir aussi que le riz a été importé par les Français, hein. Au départ, il y avait beaucoup de mil et les Français ont importé le riz d'Indochine. Donc, et puis aussi, il y a la présence du chou dans le tchèp.
ce qui est assez bizarre quand même, du chou. On se demande s'il n'y a pas un apport des Alsaciens ou des trucs comme ça là-dedans. Et puis, mais en même temps, voilà, c'est un plat qui rythme beaucoup le pays. Et d'ailleurs, j'en fais une recette dans le livre, parce qu'il y a une recette de tchèp dans le bouquin. Si vous achetez le livre, vous avez la recette de tchèp en plus. Alors en fait, il y a monsieur... En fait, Baba, il va à Paris, il fait ses études à la Sorbonne, et il retrouve à Paris dans les années 80, Monsieur Kahn. Et Monsieur Kahn, il tient une des grandes boîtes de nuit parisiennes qui s'appelle le Moi Moi. Sauf qu'en fait, bon, c'est le Cœur Samba. Le Cœur Samba, c'est une des grandes boîtes de nuit parisienne, de la nuit parisienne, qui est tenue par un fils d'éleveur mauritanien qui est devenu un des rois de la nuit parisienne. Et cette boîte de nuit, elle accueillait dans les années 90 toutes les grandes stars, à la fois internationales et françaises. Donc, ça passe de Mohamed Ali, Prince, Nina Simone, à Gainsbourg, Johnny Hallyday, mais aussi tous les personnages politiques de l'époque, donc Jacques Chirac, mais aussi les plus subversifs, les fils Kadhafi, les fils Mitterrand. Donc en fait, c'est vraiment aussi cette boîte de nuit, en tout cas dans le bouquin, symbolise aussi l'image de la France-Afrique. Et aussi ce moment aussi de la nuit où finalement on oublie tout. On oublie toutes les choses politiques, c'est-à-dire qu'on est là pour faire la fête l'espace d'un instant et on fait la fête avec des dictateurs, des hommes politiques, tout le monde picole, fait la fête ou se drogue. Et en fait, Baba, lui, comme il rencontre ce jeune éleveur qu'il a connu quand il était enfant, il devient un habitué des lieux et eux sont très pieux. Et en fait, chaque soir, avant d'ouvrir le Moi Moi, chaque vendredi, ils se font servir un plat de tchèp avant d'ouvrir le Moi Moi. Sauf qu'un soir, les femmes de la Courneuve, d'à côté, de la Goutte d'Or, amènent le tchèp un peu en retard. Et il est temps d'ouvrir le Moi Moi à minuit. Et avant de commencer à ouvrir le tchèp, parce que c'est Monsieur Kahn qui doit l'ouvrir, parce que c'est l'aîné, Monsieur Kahn lui dit, tu sais, pour moi, à chaque fois que je vois un tchèp, je vois la boîte de nuit. C'est-à-dire pour moi, un bon tchèp, une bonne boîte de nuit qui marche bien, c'est comme un bon tchèp. Et donc du coup, je revisite la recette du tchèp à travers les ingrédients qu'il faut dans une boîte de nuit. Et les physios, ceux qui te pointent à l'entrée des boîtes, eux, ce sont les cuisiniers, quoi. Ils doivent vraiment sélectionner les bons ingrédients pour faire un bon tchèp. Il le prévient d'ailleurs, il lui dit quand il y a 2 tomates ou 2 carottes, enfin je sais plus comment. Voilà, chaque légume correspond à un profil type. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, on revisite le tchèp à travers ce moment où la France-Afrique vivait très fort, c'est-à-dire que dans les années 90, vraiment, la culture africaine était très puissante au niveau musical, culturel, beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, je trouve, avec des artistes très connus comme Salif Keita, Koffi Olomide et puis d'autres. Donc du coup, il y a ce truc et puis ce monde de la nuit et ce tchèp. J'adore le tchèp, vraiment. Mais ça, c'est pour ça que je me suis permise parce que c'est vraiment un personnage principal. Après, il y a Tchèp et Tchèp. On a compris. Mais il y a beaucoup de choses qui se trouvent sur le sujet. Est-ce que vous avez des questions, des retours, des remarques dans la salle? Est-ce que vous avez envie d'échanger là, maintenant, avec Adrien? Oui. Attendez, on va vous faire passer un micro. Oui. Voilà, moi je suis Mohamed Salif Keita, je suis journaliste écrivain, critique littéraire et poète. Je suis très heureux de vous entendre parler parce que tous ces personnages d'écrivains sont passés pendant 36 ans dans mes émissions de télévision. J'ai animé pendant 36 ans une émission littéraire en Afrique. Donc je connais tous ces écrivains, les classiques des années 50 jusqu'au dernier. Ils parlent du Sénégal que je connais bien, que je fréquente beaucoup. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est aussi l'âme de la ville. Parce que dans mon avant-dernier roman, Les enfants du quartier sombre, je parle de la ville
dans toute la littérature guinéenne d'expression française, tous les auteurs guinéens, ils ont parlé de la dictature, des mystes, des mystères. Je vais revenir là-dessus, puisque vous l'avez évoqué dans son roman, il y a le mystère de cette fille qui va plonger sa tête dans l'eau. Ce sont les mystes de notre continent, et tous les auteurs africains l'ont fait, en commençant par notre compatriote Camara Laye, et aussi au Sénégal, avec Cheikh Hamidou Kane, qui l'ont consigné dans leur roman, et l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, en passant par Boubacar Boris Diop. D'ailleurs, parlant de la ville, les auteurs sénégalais excellent dans ce genre-là, parce qu'ils donnent l'âme à la ville de Dakar. Je pense à Aminata Sofal avec la grève des battus, et Mariamba. Donc toutes ces femmes-là, ils décrivent cela. Aminata Sofal, le juillet du patriote. Et je crois que c'est tout à fait intéressant que vous ayez rencontré ces jeunes gens et que vous ayez écrit ce livre sur la ville de Dakar, que je connais très bien. Parlant de Thiaroye, tout à l'heure, on a vu ce document qui a été projeté, qui est une histoire triste pour la France. Et elle a posé la question par rapport à l'Afrique, au Sénégal et à la France. Il faut que vous sachiez que la France est restée au Sénégal pendant 3 siècles. Ça ne s'efface pas comme ça. La France est restée dans mon pays 60 ans, en Guinée. Et puis, très tôt, notre ancien président, Sékou Touré, il a dit « on ne veut pas de la France ». Et donc, le Sénégal a un rapport constant avec la France. On a parlé tout à l'heure des tirailleurs. Ils n'étaient pas tous sénégalais. Ils étaient de Guinée, de la Haute-Volta, de la Côte d'Ivoire, de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais on leur a accolé le nom tirailleurs sénégalais. Parlant de Sembène Ousmane, que j'ai bien connu, qui était un ami, il me disait je fais de la langue française ce que je veux, je la colonise. C'était ça sa notion. Que ce soit Amadou Kourouma, tous ces gens-là, ils ont utilisé nos langues vernaculaires. Ils ont plié cela dans la langue française pour en sortir un élément fondamental de leur création littéraire. C'est tellement intéressant. Au niveau de la notion de ville, vous avez parlé de Tanger. Qui parle de Tanger parle de Mohamed Choukri, Le Pain Nu, un livre de la littérature classique du Maghreb. Le Pain Nu de Mohamed Choukri, qui était de Tanger, qui a décrit la ville de Tanger dans les années 50 et 60. Ce livre a été traduit par Tahar Ben Djeloun, qui a eu ici le prix Goncourt. Et donc, c'est tout à fait intéressant aussi, tout en parlant de Sembène Ousmane, qui a été docker à Marseille. Il a écrit Le Docker Noir. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Voilà, et il a écrit Le Docker Noir, et je ne sais pas, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il a des rapports avec les parents de votre... Mais revenons sur les mystes. Tout auteur africain parle de cela. Moi, je parle de cela dans mes romans. Je parle de cela aussi dans mon roman qui va paraître dans un mois sur Karlabaï, les Africains du Karlabaï, parce qu'on a tendance aujourd'hui à mettre au centre de nos créations littéraires l'omniprésence des tirailleurs noirs. Parce que, parlant de Thiaroye, la France a mal récompensé l'Afrique en tuant les innocents comme ça. Le film de Sembène Ousmane a été tourné, je sais, parce que j'avais été sur le tournage à Dakar. Il y avait un Guinéen qui jouait dans ce film-là, un comédien guinéen, que j'ai suivi parce que je voulais faire un article sur lui, Mohamed Dansoko. Et ce film a été fait, n'a été diffusé qu'il y a 8 ans ou 10 ans en France. Parce que ça a été refusé. Le camp de Thiaroye de Sembène Ousmane. On n'a pas voulu qu'on le diffuse ici en France. Bon, c'est avec l'évolution du temps. Et le président Hollande, d'ailleurs, a reconnu cela comme une faute historique de la France par rapport aux gens qui sont venus se battre pour la France. Ils ont tous simplement... On leur a dit, bon, allez-y, on va vous remettre vos primes à Dakar. Puisque ça ne venait pas, ils ont réclamé. C'était tout à fait un droit. Résultat, le petit matin, à l'aurore, sous l'aurore, on a venu les abattre tant qu'ils étaient. Donc c'est une tache noire pour l'histoire. Je serais très heureux de lire ce livre-là parce que, en vous écoutant parler, je le place dans une forme de confluence transversale entre plusieurs pays, entre plusieurs auteurs. Tu as dû parler de mon ami Sembène Ousmane. Et c'est intéressant que vous ayez diffusé aussi ces images pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas l'Afrique, qui ne connaissent pas ses spécificités, et que cela se fasse... comme vous, comme moi, dans mon roman Les enfants du quartier sombre, je l'ai
prêté à une dame qui travaille ici. Je l'ai donné. Et dans ce livre-là, on donne beaucoup plus de place aujourd'hui à la ville, aux jeunes. Les slameurs, moi je les appelle les poètes de la cité, qui font revivre les malheurs, les joies de la ville. Mais l'Afrique aussi, c'est ça. Les capitales africaines, c'est ça, avec beaucoup de clameurs. Mais le côté qui est assez intéressant au niveau des familles, il y a cette forme de silence, du respect de l'étranger, du respect des aînés. Et ça, c'est dans tous les pays africains. Eh bien, je suis très heureux de lire ce livre qui me rappelle mon pays, qui me rappelle aussi l'Afrique. Et je vous remercie. Merci. Oui, ça donne envie de voyager encore et encore. Et tous ces poètes, qu'ils soient de la rue ou pas d'ailleurs, ce qu'on peut retenir aussi, ce sur quoi ça pourrait nous amener en tout cas à réfléchir, c'est sur cette idée de la contamination des langues et des cultures, et comment les langues évoluent, sont vraiment en mouvement, et c'est présent dans ce livre, c'est présent en filigrane dans ce que vous venez aussi d'évoquer, dire que les langues se mélangent comme les histoires, et par strates, et parfois on ne sait pas d'où elles viennent, d'ailleurs ces langues-là, on les parle parce qu'on les a entendues, mais comment elles se mélangent, dans 5 dans tes yeux, on en parle aussi d'ailleurs de ça, et on a la sensation que c'est quelque chose qui vous je pense permet de trouver votre langue à vous. Quoi. Ouais, à Marseille, on est beaucoup touché par ça, c'est-à-dire vraiment l'influence de plein de cultures, de plein de langues, l'invention aussi, hein, vraiment l'invention avec la métaphore et tout. Mais après, pour revenir sur ce que dit monsieur, bon, il y a aussi Khatab Yassine qui dit le français est notre trésor de guerre. Sonny Laboutansi allait dire aux Français que nous avons fait l'amour avec leur langue et que nous l'avons fait plusieurs fois. Hein. Il y a Sonny Laboutansi, poète congolais que j'admire énormément. Puis il y a Kourouma aussi avec ce passage du malinké au français qui donne des formes nouvelles. Donc c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Je vous invite à aller écouter si vous ne connaissez pas. Il y a plein de choses sur le net. J'ai découvert grâce à vous, Amadou Kourouma. Comment il parle de la langue, du malinké, justement, du rapport à la traduction, à l'interprétation. C'est vraiment passionnant. Donc merci monsieur. Le respect des anciens, bien sûr, toujours. Et oui, mais je crois qu'on est presque à la fin quand même de ce rendez-vous. Vous allez pouvoir parler avec Adrien Bels hors champ. Mais pour finir, je voudrais vous faire entendre un court poème de Sonny Laboutansi, qui a été enregistré par Jacques Bonafé en 2016. Et voilà, c'était la petite note pour clôturer ce rendez-vous. Merci beaucoup, Adrien. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir été présent. Vous savez, dans ce pays où tout est maigre, jusqu'à l'essentiel, dans ce pays sous le ciel le plus ciel du monde, ce n'est pas la balle, ni la bombe, ni la faim, ni la mort qui nous tue. Sous le ciel le plus ciel du monde, ce n'est pas la peste, ni le palu, ni le sort qui nous tue. Ce sont les foudres d'espoir, tout ce que dans le blond sucre de canne on mange d'espoir. Merci. Merci.